Ouais, c'est Shai, sur Rap Elite, bientôt l'interview, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous attends, à bientôt. J'étais assez contente des retours, dans la mesure où on m'a toujours dit que ça allait être compliqué en France, de se montrer un peu dénudé. Assume, wesh. Assume, c'est toi. Tu commences. À la base, on allait mettre un cœur. Bon, tu dis, bon, comme ça, tu t'envoies des lettres, toi. Non, toi. On n'est pas dans ça, nous. Elle commence. Je me dis, ah ouais, tu sais quoi, je vais regarder. J'étais en train de monter, je remontais, je me dis non, c'est pas possible, je voyais que des mauvais, j'ai pas vu un truc positif, tu vois. Et moi, j'estime que pour qu'un couple il fonctionne, il faut pas qu'on ait besoin l'un de l'autre. Il faut qu'on choisisse d'être ensemble, tu vois, parce qu'on s'aime. C'est Damso qui me l'a donné, et à un moment donné, il a dit pourquoi tu dis pas tout ça? Et je dis la vérité, j'arrive pas. Il m'a accompagné, il m'a aidé, il m'a permis d'arriver jusqu'à un certain point. Et aujourd'hui, je devrais cracher sur lui parce qu'on ne travaille plus ensemble. Non. Ça va? Ça va. Je suis un peu stressée. C'est la première fois que je reprends la parole depuis très longtemps. C'est vrai que première prise de parole depuis un petit moment. Hein. Ouais. On va parler de tout ce que tu as pu faire ces dernières années. J'ai beaucoup de choses à dire. Ouais. J'ose espérer. On va faire un nouveau concept avec toi. On va un peu innover. On va faire un concept qui s'appelle l'arrêt sur image. On va te proposer des images qui sont liées à ton univers. Et tu vas réagir par rapport à ces images-là. Okay. Déjà, avant de parler de ce nouvel album Antidote, qui sort le 10 mai prochain, il me semble bien. Exactement. D'abord parler de Jolie Garce, les retours par rapport à ton album Jolie Garce, d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a la cover de l'album Jolie Garce juste ici. J'aime trop voir cette cover. Ouais. Ça me rappelle de bons souvenirs. Déjà, c'était mon premier album. Moi, je suis fière parce que déjà, c'était la première fois que je sortais un album, donc c'est comme si je devenais un peu professionnelle. Je rentrais vraiment dans l'industrie musicale. On a fait un disque d'or. J'ai eu des bons retours. Ça m'a apporté beaucoup derrière. Je suis quand même partie en tournée. Tu as un peu voyagé, tu as fait des showcases, etc. Tu en parles d'ailleurs dans le titre Jolie. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire une tournée, de voyager comme ça, de voir sûrement d'autres cultures, je suppose? Déjà, ça m'a ramené du bif. Surtout. Déjà, ça a changé ma vie. On va pas se mentir. Après, j'ai fait une tournée de showcase club. J'ai fait quelques festivals, j'ai pas vraiment fait de concert. J'ai rencontré mon public. Après, dans les showcase club, c'est différent quand même. Parce que tu arrives, il est 2 h du matin, les gens ils sont déjà un peu défoncés et tout. Vous êtes tous dans une vibe. C'est plus la fête, quoi. C'est la fête. C'était des grosses fêtes tout le temps, en fait. En tout cas, ça t'a permis d'évoluer professionnellement, ça. Déjà de comprendre un peu la scène. Même si je pense que c'est pas parce que tu fais des clubs que tu peux forcément faire des concerts. C'est assez différent. Tu te présentes, tu défends tes titres. Des fois, c'est compliqué. Des fois, tu arrives dans des villes et il n'y a pas vraiment du monde. Ou bien les gens ne connaissent pas. Ouais. Moi, ce qui était fou, c'est que parfois, j'arrivais dans une ville, je chantais PNW et tout ça. Les gens, ils chantaient avec moi. Et après, je passais à des titres comme XCI ou 1002 qui sont rap. Et tout le monde s'arrêtait, genre. Qui est cette meuf? En fait, et je me sentais mal à l'aise. Je dis, ouais, bon, en fait, je suis aussi ça, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est des bons souvenirs. Je vais te montrer la deuxième image maintenant. Tu vas me dire, qui est cette personne? C'est Guillaume Toubé. Okay. C'est mon réalisateur. Ce qui est fou avec Guillaume, c'est que pendant longtemps, quand je suis arrivée dans la musique, j'avais une banque d'images et de vidéos qui m'inspiraient de fou et que j'aurais aimé faire aussi. Bref, j'étais en galère de réal et j'ai demandé à un pote à moi, ouais, est-ce que tu connais quelqu'un et tout. Genre quelqu'un, genre un nom. Il me dit, ouais, moi j'ai mon pote et tout, il est réal. Moi je me dis, t'as vu, directement il faut... En plus, ce mec-là, je venais de le rencontrer, je dis, t'as vu, directement tu veux faire gratter tes gens, on sait même pas, tu vois ce que je veux dire. Je dis, là on est dans un truc pro et tout. Il me dit, ouais, il s'appelle Guillaume, vous pouvez parler sur WhatsApp et tout. Je me dis, ok. Après, je commence à parler avec le mec, je lui dis, bon, t'as déjà fait quoi et tout. Il m'envoie les clips que moi j'avais dans mon ordinateur depuis X temps en fait. Okay. Et moi je pensais que c'était un quinri et tout ça. Donc après, bon, au départ je pensais que c'était un fake. Ouais. Tu vois, je me suis dit, il ment et tout. Après j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était vraiment lui. Je me suis dit, ok, c'est vrai. Et ce que j'aime bien chez Guillaume, c'est que Guillaume, il n'est pas formaté, il n'a pas... Comment je pourrais dire? C'est pas un mec qui cherche à faire ce qui doit être fait forcément. C'est un mec qui est très libre. C'est vraiment un artiste, quoi. Il est libre et puis il a une sensibilité. Il comprend la femme
parce qu'il shoot souvent les femmes en fait. Il comprend la femme, il comprend comment la filmer, et il sait mettre en avant un projet, puisque tu as envie de montrer en image. Ce que tu dis dans ta musique, il sait le montrer aussi en image. C'est ça qui était important pour moi dans notre collaboration. Parfois, tu as envie de faire un clip où c'est un peu sensuel et tout, et t'as pas forcément... Et quand tu vas expliquer ça à un autre réal, il va te mettre en string ou je sais pas. Ils comprennent pas, les mecs. Ouais, la subtilité, en fait. La subtilité artistique. Des fois, c'est compliqué. Mais Guillaume, lui, il a ça. Des fois, il peut te montrer rien et c'est tout un trip. Bon, après, on a tourné Jolie. J'ai quand même twerk. Mais après, j'ai twerk 10 secondes. Hein. Ouais, 10 secondes même pas. J'ai twerk 3 secondes, en vrai. Ouais, on va parler justement de ce moment-là. Voilà. On va parler déjà du clip Jolie dont tu parlais. C'est quand tu es en face d'une glace. Est-ce que tu peux nous dire un peu les retours qu'il y a eu par rapport à ce titre-là, ce clip-là? D'un point de vue général, c'était ton retour. Est-ce que tu étais un peu stressé déjà avant de... J'ai eu un peu la pression, ouais. J'avais un peu la pression. Mais j'étais surtout... Je pense que j'étais surtout excitée. J'étais excitée de ouf. J'avais juste envie de sortir. Surtout que moi, j'avais déjà vu le clip. Que moi, pour moi, c'était une bastos. Donc j'attendais juste que ça sorte. J'étais assez contente des retours, dans la mesure où on m'a toujours dit que ça allait être compliqué en France, de se montrer un peu dénudé. Là, je twerk quand même dans le clip. On a bien dit 3 secondes, mais quand même. Et au final, les gens, ils l'ont bien pris. Hein. Je me suis moins fait insulter que quand je fais les choses, mais à moitié, quoi. J'ai jamais eu autant de meufs derrière moi qui m'ont poussé et tout. Et même... non, je trouve que c'était un bon retour. Tout partait du morceau. Déjà, le morceau, c'était un morceau un peu... Pas règlement de compte, mais je venais mettre les choses à plat. Il y avait plein de zones d'ombre, de choses qui avaient été dites sur moi. Et quand j'ai fait ce morceau, j'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais tout mettre à plat. Je vais tout vous dire, je vais répondre à tout, et puis c'est fini. Et de la même manière, dans le clip, on voulait se concentrer sur mon énergie. Et c'est pour ça qu'on est dans une pièce qui est assez simple. Et que moi, je suis... Bah après, je suis comme... Je me réveille en soi. J'ai quand même du maquillage. Quand même. Mais quand même, tu vois. Mais après, c'était ça. C'était moi, mon énergie, comment je reviens. Et si tu remarques bien dans le clip, je regarde la caméra qu'à la fin. En fait, moi, je suis dans mon truc et je calcule pas. Et ça, c'était frais sur le tournage parce qu'on n'était que moi et Guillaume. Tu vois, lui, il était avec sa caméra. Il n'y avait personne parce qu'on filmait en 360. Et c'était un plan séquence. Enfin, c'est des plans... 2 plans séquences, il me semble, que tu as collé. Des plans hyper longs, où vraiment, genre, moi, j'évolue dans la pièce et tout, et lui, juste, il me suit. Mais je l'oubliais, parce que comme il m'avait dit, ne me regarde pas, moi, je faisais mon truc, et lui, il me suivait, et je l'oubliais, tu vois. Et c'était une manière aussi que les gens, ils observent, et que je ne sois pas en train de, moi, essayer de vendre un truc. C'est vrai qu'on a l'impression, ce que tu disais il y a 2 minutes, que le morceau, c'est un peu un cri de rage, entre guillemets. Tu avais besoin d'évacuer certaines choses, comme tu disais. À la base, toi, tu n'avais pas d'idée. Tu lui as fait écouter le morceau et lui, t'a proposé ça par la suite? De base, lui, il avait des idées, mais ça ne correspondait pas forcément. Et après, on a eu une conversation. Donc, on a fait un brainstorming, on s'est posé. Il fallait que le clip... il parle comme le morceau il parle en fait, tu vois. Donc déjà, le clip il commence, je sais pas si tu te rappelles, mais la caméra elle est sur une télé où on me voit. Mais ça c'est un post que j'avais fait sur mon Instagram qui reprenait tout plein de vidéos anciennes de moi et avec des questionnements, etc. Tu vois. C'était comme pour rappeler en fait, il s'est passé des choses. Moi j'étais en train de dormir et c'est comme ça que ça commence. Maintenant je me réveille, maintenant moi je vais vous expliquer en fait. En fait, j'avais pas envie de revenir en faisant comme si c'était rien passé. Genre juste j'envoie un morceau et voilà, et c'est moi et je mets tout dedans. Moi j'avais besoin de me confronter aussi au truc, bon tu sais quoi, vous avez parlé. De une, je réponds, mais en plus de ça, je viens et je cherche pas à me cacher derrière des danseurs ou un décor ou quoi que ce soit. Je suis seule face caméra. Voilà, okay, je suis seule, c'est moi, maintenant regardez et puis vous allez me dire ce que vous en pensez à la limite. C'est Cocorico. Le clip qui est sorti, juste après Jolie. Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs des retours de ce titre-là et de ce clip-là? Je me suis fait incendier. À ce point-là. Pas mentir, je me suis fait lyncher. Ouais, pour Cocorico, j'ai dit non, tu sais quoi, je vais dormir. Et j'ai prévenu tout le monde.
Et puis, je vais pour m'endormir et tout. Et Landry, il m'envoie un message et tout. Il me dit, ouais, ah, t'es entêté et tout sur Twitter et tout, ça buzz et tout, cocorico et tout. Je dis, ah, frère, je dis, les gens, ils disent quoi? Il dit, franchement, c'est bien, Shai, hein, c'est bien. C'est un peu mitigé, mais ça va. Je me dis, ah ouais? Tu sais quoi, je vais regarder. J'étais en train de monter, je remontais. Je me dis, non, c'est pas possible. Je voyais que des mauvais. J'ai pas vu un truc positif. Et je me dis, peut-être quand il m'a dit ça, tu vois, vu que quand t'es entêté, tu vois, c'est toutes les secondes et tout, je me dis, je veux voir là où lui, il a vu que c'était positif. J'allais pleurer. Hein. Je montais. À la fin, j'étais posée et tout. Pendant 3 jours, je voulais plus parler. Ah ouais? J'ai dit, c'est mort. Wesh. T'es bloqué. Mais comment t'expliques que les retours n'aient pas été positifs? Si tu devais faire l'analyse avec le recul. Je pense que les gens, ils ont juste pas compris le morceau. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le sortir en 2e titre. Je pense que si les gens auraient entendu plus de titres de l'album, ils auraient compris que Cocorico, c'était un délire. Ouais. Pas dans le sens que c'est pas un morceau sérieux, c'est un bon morceau. Moi, je l'aime trop, mais ça veut dire que c'est un morceau qui est arrivé à la fin de la création de l'album. Et parce qu'on avait sorti beaucoup de choses profondes, c'était dense, c'était vraiment beaucoup d'émotions et tout. Et à un moment donné, on était juste détente. Et voilà, Cocorico. Et donc, nous, le morceau, c'était, comment je dirais, un soulagement. Enfin, je sais pas, c'était une fête, juste on kiffe, tu vois. Et moi, je pensais que les gens, ils allaient ressentir ça, qu'ils allaient se dire, ah ouais, elle est dans un trip. Ouais. Il y a un message derrière le titre, il y a un message. Mais la forme du titre, tu vois, le titre, il s'appelle Cocorico, je prends des petites voix, même la manière dont je pose, c'est un délire. Même si je dis des choses qui au final, ils sont sensés, mais la forme du titre permet pas aux gens de se dire ah ouais, mais en fait, elle a voulu dire quelque chose. C'est pas facile aussi, hein, quand t'es artiste, de dire c'est ça que tu dois faire. Enfin, une fois que t'as fait l'erreur, tu comprends. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu regardes, tu dis bah ouais, pourquoi? Mais non. Mais en fait, tant que t'as pas fait l'erreur, tu sais pas. Puis ça reste un morceau que j'aime et que j'ai aimé faire et que j'aimerais faire en show. Et que mes fans qui me disent qu'ils ne veulent plus l'entendre, et ben je vais le faire. Et vous allez chanter avec moi, sinon vous n'êtes pas mes fans en fait. Ah voilà, c'est ça. La team Jolie Garce. Ok, on va enchaîner. Dis-nous tout. Notif, le clip. Ouais. Sorti après Cocorico. Déjà, quand tu sors ce clip-là, tu as déjà, entre guillemets, on va dire, tu as un bon retour avec Jolie, un moins bon retour, des retours plutôt mitigés avec Cocorico. Donc quand tu arrives à la sortie de ce titre, dans quel état d'esprit t'es? Je suis en mode on continue. On continue. Cocorico, il va pas m'arrêter. Hein. Tous les artistes, ils ont dans leur répertoire, il y a toujours un titre qui fait pas l'unanimité ou même qui est détesté même. Notif, la vérité, on m'a aussi beaucoup poussé à le sortir. Je veux dire les fans. Parce que déjà quand j'ai sorti Jolie, il y a beaucoup de fans qui m'ont écrit en me disant qu'ils attendaient Notif et tout, même si Jolie, il a été apprécié. Et puis j'ai sorti Cocorico, et là, les fans, pareil, ils me disaient encore non mais Shai, il est où Notif? À un moment donné, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de les avoir encore sur le dos, sur un 3e titre. Je me dis, tu sais quoi, viens, on leur donne en vérité, tu vois, vu qu'ils aiment tant ce titre. Mais il y a quelque chose que j'ai appris là, j'ai commencé à voir vraiment que j'avais des gens derrière moi qui m'envoyaient des messages de soutien, qui croient en moi, qui m'attendaient. Et c'est fou, mais j'avais vraiment pas conscience de ça avant. T'avais pas ça avant? Enfin, tu calculais pas? J'avais ça, mais en fait, je me disais toujours, c'est impossible que j'ai des fans, moi. Tu vois, j'ai pas des fans. Ouais. Tu vois, il y a peut-être des gens qui entendent de la musique, qui aiment bien, mais des gens qui m'attendent comme ça, je sais pas, j'y croyais pas. Ouais. J'y croyais pas, j'avais pas conscience de ça. Et là, j'ai commencé à le ressentir et à le voir, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et donc, quand mes fans, ils ont commencé à se mobiliser pour dire on veut vraiment Notif, sors-le, ben, je me suis pas sentie obligée, mais j'avais envie de faire plaisir en vrai. Donc après, c'est un travail à deux qui se passe. Tu donnes aussi ce que les gens veulent attendre. En fait, tu as besoin, tu n'attends pas forcément les retours de ta fanbase, mais ça fait toujours plaisir. Ah, vous attendez ça. En fait, c'est comme si vous créez une relation, tu vois, un projet à deux, plus ou moins. Tu fais la musique, mais après aussi, les retours, t'écoutes en fait ce qui se passe. Parce que la réalité, c'est que c'est vraiment ça en fait. Que tu sois conscient, que tu sois pas conscient, que tu prêtes attention à ce que les fans disent ou pas. La vérité, c'est que ton projet, tu le fais quand même
avec tes fans en fait. De toute façon, si t'as pas de fans, tu peux sortir tous les projets que tu veux, ça sert à rien. Tu vois. T'as besoin de leur soutien, de leur... D'accord. Et les retours de ce titre-là, ils ont été satisfaisants, sachant qu'il était attendu. Notif. Ouais, de Notif. Ouais. Ouais, franchement. Je pense que c'est un morceau qui a été bien accueilli. C'est mon frère. Dis-nous tout. Donc Olivier, qu'on appelle le motif. Moi, j'aime bien dire que Shai, c'est 2 personnes, c'est moi et mon frère. Bon, maintenant, Shai, c'est devenu 10 personnes. On est trop maintenant. Grosse équipe, on a grossi l'entreprise, je suis devenue... Voilà. Tu vois, c'est ça y est. Ouais. Bah oui. Mais mon frère, déjà, c'est un génie. Hein. C'est un génie. J'écris tous mes textes avec lui. Il n'y a aucune décision que je prends dans la musique sans lui, en vrai. Le fait que lui soit dans la musique, donc il est aussi top liner, il est derrière, il a une équipe de beatmakers, donc il rentre en studio avec les artistes, un peu tout le monde, il fait des gros sons. Maintenant, je pense qu'il a déjà fait son petit nom en fait, dans la musique, dans l'industrie, derrière, dans les coulisses. Le fait que lui soit là, moi c'est important parce que ça me protège de beaucoup de choses, tu vois. Ça me protège et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir un membre de leur famille qui est là aussi dans la musique et qui peut vraiment les aider. Enfin, en tout cas, c'est lui qui fait le lien, en tout cas. C'est lui qui fait le lien entre tout. Entre toi et l'extérieur, on va dire, les gens qui ne sont pas forcément dans ton équipe, c'est ça? Une fois que lui a plus ou moins validé quelque chose, un projet, quelque chose, ça peut arriver à tes oreilles, mais il faut passer par lui. Ah ouais, c'est sûr. D'ailleurs, des fois, lui, il aime plus ça. Ah, on va le redire, c'est pas grave. Tu sais, des fois, tu croises des rappeurs et tout, sont là, ouais, et tout, Shai, il faut qu'on fasse un featuring et tout, on fait comment et tout. Et je suis avec mon frère, je le regarde. Et je lui dis, ouais, il faut lui donner donne ton mail ou je sais pas quoi, tu vois, prends son mail et tout. Olivier, là. Ah, il a plus envie. C'est lui, mais après, il aime ça. Hein. Et qu'est-ce qui t'apporte musicalement en studio? Les sessions studio, nous, on crée en studio. On crée pas à la maison. C'est pas genre tu vas en studio pour poser. Tu vois, on crée, on se pose. Et mon frère, c'est quelqu'un qui se renseigne beaucoup, qui écoute tout ce qui sort, qui est au courant de tout un peu, tu vois, dans la musique, qui a une bonne oreille musicale et qui va nous diriger dans ce qu'on doit faire. Mais c'est pas forcément moi, c'est plus les beatmakers ou, tu vois, c'est un peu un taf de réal, on va dire. Ah, bien sûr, un réal d'album. En fait, l'équipe artistique, elle est chapeautée par ton frère un peu, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Donc tous les beatmakers avec qui je travaille, c'est mon frère, les compositeurs, c'est mon frère qui les repère et qui les ramène en fait. Et toi, ça t'enlève quand même une charge de travail plus ou moins, parce qu'il y a des artistes, des fois, ils font tous ces boulots-là, et toi, en fait, c'est pour ça que tu dis que vous taffez à 2, c'est un peu un binôme, quoi. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais. Et après, même au niveau de l'écriture, c'est pareil. Ouais. Moi, je vais écrire un texte, et après, je vais lui envoyer, tu sais, des fois, j'ai peur tu vois, de ce que je dis et tout, parce que moi, je suis un peu une folle. Et donc, je vais lui envoyer, il va regarder, après, il va m'aider, optimiser, modifier certains trucs. Censurer parfois? Enfin, censurer, quand je dis. Censurer. Ah non, là, t'es allé trop loin. C'est vrai, est-ce que ton frère, c'est pas un peu la raison et toi, t'es un peu plus l'énergie brute? Non, après, lui, il est pas comme ça, lui, il s'en fout. Ouais. Mais c'est plus, parfois, je vais loin dans ce que je veux dire. Ouais. Et il dit non, mais redescends. On reprend cet album Jolie Garce. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé personnellement dans ta vie, bien sûr sans trop rentrer dans les détails, après cet album, la sortie de cet album? C'était une période un peu compliquée. Mais c'était une bonne période parce que j'ai beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même. On va dire que il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Déjà, quand tu es connu, quand tu découvres la célébrité, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Par exemple, des proches que tu reconnais plus, qui changent, qui partent, qui te deviennent bizarres. Puis en plus, quand tu as du bif, c'est bizarre. Tout devient bizarre, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Je me suis séparée de mon ancien label et ça a été quelque chose de compliqué pour moi parce que je suis jamais dans l'industrie musicale, donc ça veut dire dans les maisons de disques ou quoi que ce soit. Je ne suis pas arrivée seule. Je suis arrivée avec des gens. Parce que certes, il y a Booba, mais il y a des gens derrière aussi. Et je suis arrivée avec certaines personnes et j'ai toujours été entourée. Et à un moment donné, je me retrouve, je sors un album, il se passe plein de choses. Et puis je me retrouve seule en fait dans cette industrie. Et ça, c'était pas quelque chose qui était facile pour moi. Et s'en est suivi des rumeurs,
des moqueries, des lynchages par-ci par-là. Bon, Twitter en vrai, toujours Twitter. Toujours Twitter. Hein. Et ça, c'était compliqué. Ça, c'était compliqué, mais en même temps, tu sais, ce qui était vrai, c'est que je lâchais pas les sessions studio, parce que je continuais à faire mon taf, et que ça m'a permis de me découvrir, en fait. Parce que dans la vraie vie, moi, je suis quelqu'un, t'as vu, j'ai du mal à parler. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à sortir. Déjà, je parle pas déjà de base. Souvent, même quand je parle, les gens ils me trouvent bête, parce que je sais pas trop comment m'exprimer en vrai. Et ça, c'est comme ça même avec mes proches, mon entourage, on va dire. Et en fait, il se passait tellement de choses dans ma vie que quand je rentrais en studio, j'arrivais plus à faire semblant. J'avais des choses à dire. Et j'ai réussi à commencer à me livrer dans cet album parce que justement, j'étais dans cette position. Donc l'après-Jolie Garce, quand je pense à l'après-Jolie Garce, je sais pas, tu vois, j'ai un sentiment de... Mitigé? Mitigé, tu vois. Mais en fait, c'était une grosse période, tu vois, avec beaucoup d'émotions et surtout beaucoup de leçons. Et j'ai grandi, quoi. C'est une période qui m'a fait grandir. Si je te pose cette question, c'est parce que quand on regarde bien, on va enchaîner sur les images qui suivent. Tu peux nous dire ce que tu vois écrit? Tu aurais pu prendre quelque chose. On a abusé, hein. Quand les gens vont voir la science. Genre, t'as voulu trouver un truc poétique, c'est ça? Non, j'ai voulu faire un truc simple, comme ça tu lis. À la base, c'est toi qui l'as écrit? Non, jamais. On a fait ça sur Google Images. Assume, wesh. Assume, c'est toi. Tu commences. À la base, on allait mettre un cœur. Bon, tu dis, bon, comme ça, comme ça. T'envoies des lettres, toi. Non, jamais. On n'est pas dans ça, nous. Elle commence. Moi, j'ai jamais vu cette image. Ah non, t'inquiète, je te jure, je te montrerai après. Ok. Mettre dans le bourbier. Qu'est-ce que tu lis là, Chahi? L'amour. Si je te pose cette question par rapport à l'après-Jolie Garce d'un point de vue personnel, c'est que quand on a écouté cet album, Antidote, on a l'impression que tu parles beaucoup d'amour, de désillusion, de déception envers des gens, dans des morceaux comme Pleurer, Schliebedisch, Cœur Wanted, etc. Est-ce que, je ne sais pas si tu as perdu foi en cette notion, comment est-ce que tu expliquerais ça? D'ailleurs, même dans le titre Jolie, à un moment, il y a une insert où tu dis justement, tu as toujours eu beaucoup d'amour à donner, mais que tu ne savais pas comment l'exprimer. Donc, est-ce que tu as une désillusion par rapport à cette notion-là? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois en l'amour. Je crois en l'amour et je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amour en moi et qui a beaucoup d'amour à offrir aux gens. Après, ce que je dis dans Jolie, c'est que, en fait, j'avais du mal à exprimer mon amour avant. Je suis quelqu'un de bizarre, en fait. Si j'aime bien quelqu'un, je sais pas, c'est bizarre. J'avais du mal à exprimer mon amour avant. Mais je suis quelqu'un qui croit en l'amour. Après, je crois pas au couple comme la société nous parle du couple. J'y crois pas. Et peut-être parce que j'ai jamais eu vraiment d'exemple dans mon entourage d'un couple qui fonctionne. C'est-à-dire, moi, j'ai une vision très idéaliste du couple. En fait, moi, je pense que les gens, ils se mettent en couple parce qu'ils ont un manque en eux et qu'ils cherchent à le combler. Ils ont besoin de se mettre en couple. Peu importe pourquoi, mais ils ont comme un manque en eux et ils pensent que ils vont combler ce manque en étant avec quelqu'un, que ce soit conscient ou inconscient. Et moi, j'estime que pour qu'un couple il fonctionne, il ne faut pas qu'on ait besoin l'un de l'autre. Il faut qu'on choisisse d'être ensemble parce qu'on s'aime. C'est ça l'amour, en fait. C'est pas par défaut pour combler un manque, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ça que je pense. Après, moi, je te parle, ça fait des années que je suis célibataire et je le vis et je le vis bien. Mais tu sais, autour de moi, on dit, mais elle est folle en fait, t'es quoi? C'est quoi ton délire? Mais parce que voilà, après moi j'ai mon concept. Dans Pleurer, tu sors des petites phases où quand tu dis oui, ah bon, tu n'es pas en couple, 27 balais, question de doute, etc. Ou entre guillemets, les gens te font comprendre, bah, t'es pas en couple, t'as pas de famille, etc. Comme si tu correspondais peut-être pas à un certain modèle que la société imposerait, entre guillemets, que c'est peut-être pas normal, c'est ça que... Ouais. C'est ça. Et tu le ressens de plus en plus, ça? Avec 27 ans, t'as pas de gosse, t'es pas en couple, on dirait que t'as raté ta vie. Et aussi, c'est ça que j'aime pas dans les couples aujourd'hui, c'est que déjà, là, j'aime pas la position de la femme dans le couple, où la femme, c'est limite un martyr. Tu sais, une bonne femme, une femme qui se fait tromper et qui pardonne tout le temps, et qui est là, et qui fait la boniche pour son mec et tout, c'est une bonne femme. Ah ouais, toi, t'es une vraie femme, tu vois. Ça, c'est une vraie femme. C'est pas une femme
c'est un martyr en fait. Après, après, ça peut être un choix. C'est un choix. Et puis, si jamais tu es une femme, et moi je connais des femmes qui sont contentes d'être juste à la maison, nettoyer, faire à manger et tout, et derrière leur mec. Mais la plupart de ces femmes, leurs mecs ne les méritent pas. Tu vois? Et pour de vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, on a tendance à me voir bizarre parce que j'ai pas de mec, parce que j'ai pas d'enfant et parce que ça m'intéresse pas là tout de suite. J'aimerais bien avoir un enfant, mais bon, il faut trouver le papa. Et j'ai pas forcément envie d'être en couple parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses qui sont importantes pour moi, comme ma carrière, comme construire quelque chose. Et si c'était pas dans la musique, je ferais autre chose. Mais ça, c'est important pour moi. Et au final, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de tenir un mec que de ne pas avoir besoin de lui. C'est l'indépendance qui fait que. Ouais. Ton indépendance. Tu sais, hein, il y a beaucoup de petites meufs qui m'écrivent et elles me disent « Ouais, Chai, comment tu fais pour être aussi dure et tout? Moi, je fais que souffrir en amour et tout. » Je dis « Mais parce que déjà, la première chose, aime-toi plus que t'aimes la personne avec qui t'es. On nous apprend à rentrer et tout donner et tout. Mais oui, mais la personne en face, elle fait quoi en fait? Bon, d'ailleurs, tu disais, excuse-moi de te couper, Chai, tu disais que tu t'oublies en pensant à des gens qui ne pensent qu'à eux. Ouais. Il y a une phase où tu dis ça d'ailleurs. Parce que de base, moi, je suis madame, je m'oublie et je donne tout. Ça vient de quelque part. Mais c'est à force de déception, tu te dis, en fait, c'est pas le bon schéma en fait. C'est ça? À force de déception, et puis tu grandis, puis tu réalises. Moi, des fois, il y a des mecs qui sont là. Je sais que des mecs qui aimeraient bien me serrer, alors qu'ils ont une femme à la maison qui fait tout, des vrais go, on va dire, mais qui veulent me serrer moi. Et quand je regarde ça, je me dis... Non, je ne veux pas commencer à dire les mecs, c'est des chiens. Non, alors, non, tu vois, il ne faut pas aller jusque-là. Mais je pense qu'on n'éduque pas les mecs à être des bons partenaires. On éduque les meufs à être des bonnes partenaires, mais on n'éduque pas les mecs à être des bons partenaires. Et en fait, c'est juste, je grandis et je commence à observer et je vois des choses, je me rends compte de certains trucs. Et après, j'ai fait mon choix. Hein. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas rien du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui déteste l'amour ou qui a la haine contre les couples. J'ai juste choisi ma vie. Et moi, ma vie, c'est moi d'abord. Et le mec, il rentre, tu rentres, arrange-moi ou pars. Arrange-moi ou pars, moi, j'ai pas besoin. Et puis, si à un moment donné, je veux faire un gosse, ben, on fait un gosse et puis après, chacun fait sa vie, tu vois. Moi, je prends mes enfants et je continue. Sur cet album, qui était le titre le plus dur à écrire? Je te parle par rapport à ces thèmes-là, sur l'amour, etc. Il y a Ich liebe dich, il y a Pleurer, il y a Cœur Wanted. Qui tire Cœur Wanted? Parce qu'il me semble que dans ce titre-là, à un moment donné, tu personnifies ton cœur et tu lui reproches d'avoir fait certains choix. Parce que c'est un moment donné dans ma vie, moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup en fait. Tu sais, je suis quelqu'un, c'est comme si j'existe pas. J'existe que pour les gens que j'aime. Tout ce que je fais, c'est, au final, c'est pour des gens qui sont derrière moi. Ouais, l'esprit du sacrifice. Ouais. À un moment donné, je me suis rendu compte que pour continuer à pouvoir apporter ce que je veux apporter aux gens, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je pense aussi parfois à moi. Et là, j'ai commencé un peu à me renfermer. J'ai vu des réactions et tout. Et je me suis sentie seule. J'ai commencé à écrire Cœur Wanted. Je crois que c'est le seul titre qui n'a pas été écrit en studio. En fait, l'histoire de ce morceau, c'est l'histoire d'un cœur. Parce que Landry, lui, il pense que je parle à un mec ou quoi que ce soit, mais en fait, je parle pas à un mec, je parle vraiment à mon cœur. Et j'ai la haine, en fait. Avoir un grand cœur, maintenant t'es dans ça, maintenant t'es dans ça, maintenant t'es dans ça. Mais moi, c'est comme s'il y a mon cœur et il y a ma raison. Maintenant, moi, j'estime que moi, je suis ma raison et mon cœur, lui, fait son truc de son côté. Il y a beaucoup de mélancolie aussi dans cet album. Il y a un titre qui s'appelle BXL, notamment. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce titre-là? J'ai toujours voulu faire un titre qui parlait de ma ville, toujours. Parce que moi, je suis vraiment un enfant de Bruxelles. J'ai vraiment grandi, j'ai grandi dehors et je me suis vraiment construite là-bas, en tout cas pendant mon adolescence ou peu importe. Et j'ai toujours été hyper ambitieuse. Mais il faut savoir que la Belgique, c'est un petit pays avec aussi c'est pas une petite mentalité, mais en fait, on n'a pas beaucoup de modèles de gens qui ont réussi, qui ont quitté la ville et qui ont réussi. Et dans la ville même, tu ne peux pas vraiment réussir. Tu ne peux pas être artiste et juste être connu à Bruxelles et en vivre, c'est pas possible. Et donc, bref, moi j'ai toujours cru qu'on pouvait faire des choses et j'ai toujours voulu sortir, aller plus loin en fait que juste ce que je voyais chez mes grands frères ou quoi. Et on me prenait pour une folle.
Genre, mais non, nous, on peut pas faire ça. Les gens, ils me croyaient pas. C'est comme si j'étais une folle. Et après, je suis partie et je l'ai fait. Et à chaque fois, tu sais, quand je regarde derrière, quand je reviens dans ma ville, je suis accueillie comme si j'étais un petit ovni, comme si j'avais gagné la Coupe du Monde. Et à chaque fois, ça me touche parce que je vois des gens qui, pour moi, ils sont intelligents, ils sont même plus talentueux que moi. C'est des vrais gens, en fait. Et je me dis, mais vous vous rendez même pas compte que vous êtes même plus que moi, en fait. Et vous êtes là, et c'est parce que vous n'arrivez pas à croire en vous. Et donc, j'ai toujours eu cette envie d'écrire un son pour ma ville et pour les gens, en tout cas, qui m'ont connu ou quoi que ce soit. Mais je voulais trouver la bonne forme. Je voulais pas que ce soit un truc genre ego trip ou un rap où je suis là, ouais, c'est Bruxelles. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais pas que ce soit un truc comme ça. Je voulais vraiment que ce soit genre un son que t'écoutes et ça te fait réfléchir, en fait. Parce que moi, je suis pareil que les gens de ma ville. Je suis pareil. Bref. Je bégaye trop, mais tu vois, c'est trop d'émotion. C'est dur. Mais ouais, c'est ça. Sur cet album, il y a aussi des titres où il y a des sonorités beaucoup plus ouvertes. Il y a notamment le titre Villa et Même pas bonne. C'est des titres qui, on va dire, ils détonnent par rapport au fait que l'album, c'est assez mélancolique, assez, enfin, tu parles un peu de déception, etc. Eux, ils sont un peu plus ouverts. Comment est-ce que tu les as fait? Tu peux nous dire un peu ces titres-là? C'est du zouk. Ouais, à fond. En plus, de base, je déteste le zouk. Bah, finalement. Je suis désolée Ouais. à tous les gens du zouk. Vraiment. Mais de base, c'est une musique que j'aime pas. Tous les titres, ils se sont faits naturellement. Et je me suis pas dit à un moment donné, ouais, il faut un titre qui soit plus ouvert ou quoi que ce soit. C'était juste, je veux que l'album, il soit vrai, il soit authentique, tu vois. Alors ouais, il peut être mélancolique, mais après, je suis pas juste quelqu'un qui est là, qui pleure et qui se dit, ma vie, c'est horrible. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas ça. C'est juste, je vis les trucs, mais... C'est les vibes du moment, en fait. Autant là, je peux être là, je vais avoir une sale nouvelle, je vais être là, je vais être un peu triste. Je vais commencer à écrire, je vais dire, ah, c'est ça, tu vois. Autant 2 secondes après, mon frère il vient, il fait le clown, je commence à rigoler. C'est juste la vibe. Ça sort, ça sort. Si on aime, on garde. Ah, ok, d'accord. Donc, si on comprend bien, il y a peut-être combien de morceaux qui ont été faits là, dans ces 2 ans environ? Je sais pas, une centaine. Une centaine. Et tu as sélectionné que ces titres-là? Ouais. Donc, tu as déjà peut-être des albums de côté, plus ou moins ou... Non. D'accord. Ah, J'ai dit, après, c'est poubelle. Corbeil? Non. Ah, c'est poubelle, ça. Corbeil, pour de vrai. Ah oui. Ah ouais. Donc, si vous ne le gardez pas, vous... Bah, oui. La musique, ça va trop vite. Tu vois, les tendances, les trucs et tout. Tu peux pas aller... En général, quand tu commences à faire des trucs comme ça, c'est que il n'y a plus l'inspi. Tu vois, quand tu commences à dire, ah, tu vois, en 2015, j'avais fait un morceau, ça se trouve, je change la prod. Cousin, tu vois, t'as pas d'inspi, c'est quoi en fait? C'est fini. Il y a un titre comme Même pas bonne aussi. Comment est-ce qu'il s'est réalisé? Lui, je pense à la vibe. C'est la vibe. C'était la vibe. C'était la vibe. En fait, c'est l'histoire d'une meuf, enfin d'un mec qui veut draguer une go. Bien sûr, c'est moi la go. Et après, il est avec une meuf. Et sa meuf, elle commence à avoir le seum. Et après, c'est le refrain. Où je lui réponds en vrai. Mais c'est bien. Des fois, c'est bien, tu vois, d'un peu se la raconter, un peu. Ouais, d'être sûr de soi. Gonfler, un peu. Ça, t'écoutes ce son-là, tu te sens... t'es dans un mood. Ok, une vibe particulière. On va parler d'un titre qui est un peu plus street cette fois, c'est Oh oui. J'avais juste envie de rapper, en fait. Parce que voilà, si moi je te pose cette question-là, c'est parce que, pour le coup, c'est un titre qui correspond bien à la peut-être Shai qu'on a connue à ses débuts. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le côté rap qui est sans concession, pas trop de mélo, on laisse très peu d'espace, juste rapper, kicker entre guillemets, c'est ça. En fait, l'album, il s'est fait tout un bloc. Tout l'album, en fait, il s'est fait, à part 2 morceaux, en fait. Ouais. Il s'est fait dans une période, j'étais là, j'avais envie de parler, j'avais des choses à dire, j'avais besoin de sortir ça. En vérité, cet album, je l'ai fait pour moi, hein. Je l'ai fait parce que j'en avais besoin, tu vois. Et de l'autre côté, parce que je sais que je renvoie une image et que cette image, elle est parfois... Je suis complètement déconnectée de cette image, tu vois. Je suis à l'opposé. Et parfois, c'est difficile parce que tu te dis... tu as envie de faire un morceau et puis tu te dis... Non, mais les gens, ils vont pas comprendre parce que c'est moi, en fait. Parce que je suis devenue presque un personnage et j'avais besoin de me libérer de ça. Donc je me dis, tu sais quoi, en vérité, je suis comme ça, je veux faire un son pleurer, c'est pleurer, c'est comme ça. Mais même, tu sais quoi, j'ai envie de te dire un truc, pleurer, c'est le seul titre de l'album que j'ai pas écrit.
Mais c'est un morceau qu'on m'a donné. Et c'était Damso qui me l'a donné. Parce que justement, on avait une conversation. Et moi, j'étais en plein dans mes sessions studio et tout. Et c'est quelqu'un qui, lui, me connaît personnellement. Tu vois, on se connaît d'avant, ça date et tout. Et à un moment donné, il a dit pourquoi tu dis pas tout ça? Et je dis la vérité, j'arrive pas. Je dis ça, c'est un truc, je sais pas le dire. Et puis un jour, il m'a appelé, il avait fait ce morceau, il avait écrit. Il avait juste un texte comme ça, il m'a envoyé, il m'a dit mais dis-le. Et c'est fou parce que c'est vraiment, les mots, ils sont tellement bien choisis que c'est vraiment moi. Et tu sens que c'est quelqu'un qui me connaît. Finalement, une personne qui me connaît a réussi. Je parle à l'époque, hein, parce que ça, c'était un morceau qui s'est fait avant La Villa. Il était plus en accord avec moi que moi-même, parce que moi, je m'enfermais dans un personnage. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais tu fais n'importe quoi. Et au final, que ça marche ou que ça marche pas, je préfère que ça marche pas, parce que les gens, ils aiment pas ce que je suis vraiment, plutôt que ça fonctionne sur un truc que je suis pas. Et c'est vrai que Pleurer, justement, dans le morceau dont tu parles, c'est un des morceaux forts de cet album. En fait, j'arrivais pas parce que je sais pas écrire, j'arrivais pas parce que j'osais pas le dire. Il a fallu que un ami à moi me dise, ben voilà, tiens, j'ai vu ça et je dis, waouh. Mais pareil, j'avais peur de l'enregistrer ce morceau parce que je me suis dit, c'est compliqué. Et puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais quoi, on s'en bat les couilles. Mais ouais, mais de base, c'était même pas ça ta question. Toi, tu parlais de Oui. Ce que je voulais dire par rapport à Oui, c'est qu'il y a des périodes comme ça, tu vois. Où tu as envie de... Où j'ai envie. Et l'album, il s'est fait au mois d'août. Ouais. Il s'est fait au mois d'août. Mais entre août et maintenant, il y a du temps qui est passé. Donc même la manière dont je me ressentais avant, depuis j'ai sorti des morceaux, j'ai repris un peu du poil de la bête, je suis un peu plus énervée. Ouais. Et puis je suis là, et puis j'entends Cardi B, j'entends les rappeuses qui sortent des titres et tout. Je dis mais wesh, moi aussi je peux, tu vois. Dire, ouais, moi je dis moi aussi je peux. Et puis après t'es là, tu te dis bon, est-ce que tu peux vraiment? Parce que t'écoutes l'album, t'as pas été jusqu'au bout de, tu vois, t'es pas une petite kickeuse énervée et tout. Est-ce que tu peux vraiment? Là j'appelle Mathéo, je dis frère, moi je dois rentrer en studio, juste pour voir si je suis capable. Après j'ai vu, je dis ah, mais... Voilà. Ouais. Après, tu le mets dans l'album. Et les prochains clips, est-ce que tu sais quel clip ça sera à peu près de cet album? J'ai bien envie de clipper le son avec Niska. Ouais. Et après, sinon, je suis curieuse de voir quel titre va ressortir un peu. Remonter, tu vois, stream, etc. Je suis curieuse. Ouais. J'ai pas envie d'imposer encore un de mes choix parce que je me dis, de toute façon, l'album là, il sort. Ouais. Ben, dites-moi en fait. Ouais, les sons, le public jugé, bien sûr. Touché, tu vois. Niska. Niska. Ouais. Un featuring que tu as fait récemment, il me semble, Niska, sur le morceau Liquide. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que la connexion s'est faite? Je suppose par rapport à ton frère, enfin tu nous diras. Par rapport à mon frère, ouais. Toujours par rapport à mon frère. C'est le vigile. Important. Non, c'est important. Donc lui, il était déjà rentré en studio avec lui. C'est un mec cool. Il me disait que du bon, tu vois, que du bien. Donc du coup, je me suis dit, ok, tu sais quoi, c'est bon. Et en fait, de base, je l'avais appelé parce que je le voulais sur Cocorico. Tu vois, je voulais qu'il soit sur Cocorico. J'avais pas pensé à faire de featuring, mais sur ce titre-là, je me disais, ouais, je vois bien Niska, tu vois, dans un délire fête et tout, tu vois. Donc, il avait posé dessus. Et puis, finalement, on s'est dit, non, tu vois, on va pas revenir directement sur un featuring. Donc, non. Après, on a fait un autre titre encore. Ça fait depuis le mois de septembre, en fait, on se bat, là. On se bat. Pour trouver... Ouais. On avait fait un autre titre. Ouais. Puis on s'est retrouvés en studio pour la 3e fois. Et là, en fait, j'avais une prod. Donc, c'est une prod de Joey Touch. Le compo, j'avais une prod à lui, mais qui devait placer sur quelqu'un d'autre, en fait. En fait, le pauvre, lui, il voulait placer à l'international. Il essayait de placer sur Rihanna, en fait. La vérité, c'était ça, l'histoire. Donc, il essayait de placer sur Rihanna. Il avait fait ses petites prods, tu vois. Moi, j'avais écouté et tout. Et je me suis dit, comment ça? Et bref, je l'ai fait écouter à Niska. Il a kiffé. Et la direction artistique, c'est toi qui l'as choisi. Quand je dis direction artistique, je ne crois pas que forcément tu es de la prod. Mais au niveau textuel, etc., le thème, homme-femme, un peu, etc., vous l'avez choisi à deux ou tu voulais déjà partir dans cette direction-là avec Niska? Non. De base, moi, je ne voulais pas parler d'amour. Je voulais pas. Tu vois, de base quand on a commencé à faire les sons, tu vois, il me disait ouais mais Chai, tu veux pas et tout, t'es quand même une meuf et tout, et moi je voulais pas en fait. Et puis je crois un petit moment de faiblesse comme ça, je me suis dit, j'ai écouté la prod, je me suis dit ouais tu vois le thème il s'y prête. Et je pense que c'est lui qui a commencé à me dire ouais, je
Je pense pour le refrain, il est venu comme ça. En fait, c'est lui qui m'imaginait comme ça, tu vois. On m'a donné le thème, j'ai dit, ah, chaud. Et puis le morceau, il s'est fait comme ça. Joe. Featuring qui n'est pas forcément présent sur l'album, mais avec qui un artiste avec qui tu as déjà collaboré. Jules, c'est un artiste, je l'aime trop. Déjà, de base, quand le feat il est sorti, c'est au moment où moi, je faisais plus rien, en fait. Enfin, j'étais dans un silence au niveau des réseaux, des médias, des sorties de musique et tout. Mais c'est un artiste, je l'aime trop, en fait. Tu vois? Donc, j'ai dit, je veux le faire. Après, ça s'est fait chacun de son côté. On s'est envoyé les couplets, il me renvoyait les trucs et tout. Il était assez réactif, donc c'était frais. Et franchement, humainement parlant, Jules, je crois que c'est la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie, quoi. C'est un mec, il est vraiment gentil, il est vraiment passionné. Juste pour finir sur Jules, est-ce que c'est toi qui l'as sollicité ou c'est lui qui t'a sollicité? Non, c'est lui qui m'a sollicité. Ah, ok, d'accord. Donc c'est lui qui voulait faire un feat parce que c'était dans son album, pour son album et tout. Et après, moi j'ai accepté parce que j'aime trop Jules. Je l'aime trop. Musicalement, t'aimes bien son univers, ouais. tout ça? J'aime bien, je sais pas, ses mélodies, elles me touchent. Et après, le personnage et tout. Et puis, on s'est rencontrés après avoir fait le featuring. Et vraiment, c'est un mec de fou. Humainement parlant, c'est un mec de ouf. Il est trop gentil, il est trop là, il est humble. Alors que, voilà, il vend grave des CD. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un, Jules. Qui est-ce que tu vois? Je les connais pas. C'est qui? Artiste féminine? Ah, je connais pas. Ah, je rigole. Ah, je rigole. On va les laisser, celle-là. Non, mais vous attendez, hein. Les gens, ils attendent que je fasse ça. Mais je sais pas, c'est qui celle-là? Non. Aya Nakamura. Exactement. Et Marwa Loud. Bon, c'est triste déjà que tu montes deux personnes et tu me dis qu'est-ce que tu en penses de cette scène. Tu vois, on n'est pas beaucoup. Bah, je précise pour les internautes pourquoi on a montré ces deux-là. Parce que malheureusement, bah, ce sont les artistes féminines qui, pour l'instant, il y a quelques qui ont confirmé commercialement. Et bah, il y a d'autres artistes féminines qui truquent. C'est ça que je dis, bon, qu'est-ce que je pense de la scène? Déjà, je trouve que c'est triste que tu montes deux personnes et tu me dis, voilà la scène féminine française. C'est fou quand même. Ouais. Mais après, je vais prendre cas par cas. Aya Nakamura, moi j'aime bien ce qu'elle fait. Tu vois, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est la première fois qu'on a une artiste féminine renois qui existe et qui pète le score à ce point-là dans la musique urbaine, tu vois. C'est la première fois. Alors que pour moi, la musique urbaine, elle vient aussi de chez nous, tu vois ce que je veux dire? Que ce serait normal qu'on existe dans le paysage, tu vois. Et la première fois qu'il y a une renois qui est en position, je trouve qu'il faut pas essayer de la descendre, il faut pas essayer de la rabaisser, il faut pas essayer de la mettre en compétition avec les gens pour l'une ou l'autre raison, tu vois. Ce qu'elle fait, j'aime bien. Et je veux qu'elle reste au top comme elle reste au top, tu vois. Ah, qu'il y en ait plusieurs, qu'il y ait plusieurs artistes féminines bien au top, sûr, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, que la position de la femme dans la société et dans la musique, c'est quelque chose dont tu parles souvent en plus dans tes textes. Bah ouais, c'est cool aussi. Enfin, après, c'est pas pareil. Je trouve que c'est cool ce qu'elle fait. C'est bien qu'elle existe. Après, je connais moins. Aya, ça a vraiment pété, donc c'est vraiment, tu vois, tu peux pas passer à côté et tout. Marwa Loud, je connais moins, mais je pense que ce qu'elle fait, c'est bien. Je pense que c'est cool. Je crois qu'elle a quand même bien vendu, quand même, pour son projet, quand même, donc c'est cool. Platine. Plusieurs drapeaux. Ouais. Tu représentes la Belgique, la République démocratique du Congo et la Pologne, il me semble. Toi qui as évolué dans différentes cultures, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté d'évoluer dans ces cultures assez différentes? Je pense que c'est une richesse. C'est une richesse. Déjà, j'ai beaucoup d'affection pour mes origines. C'est très important. Maintenant, on va parler de ta communication. Tu nous en parlais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a constaté que ta communication en médias, où tu parais parfois un peu timide, un peu réservé, est différente de ta communication sur les réseaux sociaux où on a sélectionné quelques clichés, où tu parais beaucoup plus sûr de toi, où tu parais beaucoup plus sûr de toi, etc. Parfois peut-être distante avec les gens, parfois provocante. Comment est-ce que tu peux nous expliquer cette différence de communication? Déjà, je suis pas bonne en communication. C'est pas mon truc. Je veux dire, j'essaye, je me bats, mais c'est dur.
J'ai du mal, je suis un peu sociophobe. Ça, les gens, ils savent pas. Je suis un peu sociophobe, j'ai un peu peur des gens, tout ça. Mais c'est vrai en plus, tu vois. Et j'ai pas l'habitude de parler avec les gens. J'ai même pas l'habitude de parler. Et donc, je suis un peu... Ouais, je suis timide. Après, pourquoi on voit pas enfin, à quel point je suis timide sur les réseaux sociaux? Parce que je vais pas faire une photo comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, comment je vais montrer? Après, je poste juste des photos. C'est d'être fraîche et tout. En fait, c'est plus facile pour toi, la communication via la représentation de l'image, de l'illustration, que via les mots, si on comprend bien. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'aussi, je pense que tu apprécies la mode, etc., etc. Ça te permet de t'exprimer autrement que via les mots, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que moi, les mots c'est compliqué pour moi. C'est juste, il y a la musique, mais en dehors de la musique, je sais pas quoi dire, quoi. Tu vois, en dehors d'avoir fait le morceau, si je pense à quelque chose, je vais le mettre dans un morceau, en fait. Je vais pas aller le dire sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'essaye. J'essaye parce que justement, on m'a beaucoup répété que j'avais une image froide, inaccessible et tout, alors que je suis pas comme ça. Donc j'essaye maintenant de plus en plus de parler, de dire le fond de ma pensée sur les réseaux. J'essaye. Petit à petit, tu vois, je vais commencer à... Au fur et à mesure, tu vas plus prendre la parole. Donc, Shai, on en vient à l'image suivante. On va faire un point sur les réseaux. L'image, elle représente la conversation que tu as dévoilée entre toi et le joueur de foot André Ayew. À un moment donné, il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, il y a eu une polémique qui a enflé sur Twitter. Je ne sais pas d'où est sortie cette polémique-là. Est-ce que tu peux nous en parler de cette histoire, enfin, de comment est-ce que tu as pris la polémique déjà sur les réseaux et ce qu'il en est en fait? Déjà, cette histoire, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose en vrai. Je pense que le gros du problème, c'est que, comme je l'ai dit avant, en fait, je suis quelqu'un, je ne sais pas communiquer, tu vois. De base, moi, je recevais des messages, comme je reçois tous les jours plein de messages de plein de mecs qui me proposent du bif ou qui me proposent quelque chose, tu vois. Et qui me proposent de m'offrir des trucs et tout, tu vois. Je réponds jamais. Il s'avère qu'un jour, j'ai répondu parce que j'étais là, j'étais énervée ou je sais même plus ce que j'étais avec un pote à moi, une copine à moi, je sais plus. Tu vois, et on s'est tapé un délire, on a dit, ouais, tu vois, les gens, comment ils sont là, comment ils t'envoient des messages et tout, on va voir jusqu'où ils peuvent aller. J'ai répondu à 2-3 messages, tu vois. Et après, un autre, enfin, je sais pas moi, 6 mois, ça s'est passé quoi, 6 mois, 7 mois plus tard, je me réveille, je vois tout le monde qui m'appelle, qui me dit, ouais, Shai, il y a une polémique qui tourne, comme quoi t'aurais couché avec un mec pour 10 000 €, André Ayew, tu vois. C'est que même quand j'ai vu ce truc-là, je me dis, mais ce nom, je le connais, mais je ne connais pas le mec, tu vois ce que je veux dire? Parce que de base, lui, je ne le connais pas. Je ne sais même pas qui est vraiment derrière ce compte, tu vois. Donc au final, j'ai vu ça, moi, je me suis sentie mal. Honnêtement, je me suis sentie mal, j'ai trouvé ça injuste. J'ai dit, mais comment, moi, vous allez m'associer à une histoire de puterie, alors que je suis une artiste, alors que je fais des shows, alors qu'on voit que ça va pour moi, tu vois, je ne suis pas en galère. Et donc, j'ai décidé de poster la conversation pour montrer que, bon, l'histoire ou la relation qui aurait pu exister, c'était ça, tu vois. Et derrière, apparemment, c'était un mauvais move, parce que tout le monde a commencé à... C'est comme si ça envenimait les choses. Je sais pas si toi, tu avais vu ça à ce moment-là, mais... C'est vrai qu'en postant la conversation, bah, quand les gens ont vu que tu lui demandais un véhicule ou que tu lui réclamais un véhicule, bah, les gens se sont dit, bah, voilà la preuve qui nous prouve que la polémique... Ouais, mais moi, j'étais dans un délire, en fait. Enfin, moi, j'ai pas besoin de qui que ce soit pour m'acheter une voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, je suis dans un délire, je réponds, après, je me retrouve associée à une histoire d'escorting, de je sais pas quoi. Je sors la conversation telle qu'elle est dans mon... Parce que c'est la seule conversation, le mec, il me connaît pas, tu vois. Moi, je le connais pas, il me connaît pas, on s'est jamais vu. Donc, je sors la conversation, je la publie, histoire de me dédouaner, en fait, pour dire, mais vous êtes des oufs, parce que je vois que ça prend... En fait, même avant de répondre, j'ai laissé, tu vois. J'ai laissé et je trouvais ça quand même injuste. Moi, je suis une meuf, tu peux pas trouver de dossier sur moi. Tu vas pas trouver un mec qui dit, moi, j'ai couché avec Shai pour de l'argent, ramène-le-moi. Moi, je te paye, je te donne 100 000 €. Sur la vie de ma mère, ça n'existe pas, tu vois. Donc, moi, je vois ça.
Au début, je me dis, mais comment les gens, ils sont là, ils croient et tout le monde, tu sais, depuis que je suis arrivée dans la musique, tout le monde aime bien dire que c'est peut-être une michto, c'est peut-être une pute. Et là, il y a une rumeur qui court, bon, on va courir avec. Et à un moment donné, ça m'a cassé les couilles, j'ai dit, tu sais quoi, je leur montre. Quand je leur ai montré, on dirait que j'ai mis de l'huile sur le feu. Quand j'ai vu que ça envenimait les choses, j'étais mal. Et j'ai décidé de couper parce que j'ai dit, bon, tu sais quoi, tu sais pas communiquer. Tout ce que tu vas dire, on va le retenir contre toi, on sait pas pourquoi. Ça m'a fait mal. Parce que derrière, j'avais quand même mes potes, ma famille au téléphone. Ça, les gens, ils oublient. Ils disent, mais c'est quoi? Pourquoi les gens, ils disent ça sur toi? Tu vois, on comprend pas. Et même si les gens, ils te connaissent, ils disent, mais regarde, maintenant, on t'a mis une étiquette. C'est chaud. Et quoi qu'il arrive, on veut pas t'enlever cette étiquette, même quand tu leur montres que la conversation, c'est pas ce qu'on vous a dit, c'est pas la rumeur, tu vois. Déjà, entre la rumeur et la conversation, il y a un fossé. Mais malgré ça, on continue à me coller la même histoire sur le dos. Donc, bref, je l'ai mal vécu, j'ai décidé de couper. C'est là où j'ai tout lâché sur les réseaux. J'ai dit, moi, je peux plus, tu vois. Et c'est vrai qu'à cette période-là, il y avait tout un truc sur la toile autour de mon nom, je comprenais pas, tu vois. Et même ce truc-là de, ouais, Booba la tège. Tu vois, c'était devenu ça, tu vois, Booba la tège. Tu vois, il la tège parce qu'elle est pute avec Caillou, elle couche avec des joueurs de foot. Et tout d'un coup, en fait, tu te réveilles. Avant, tu étais une artiste qui était trop sexy ou tu étais une artiste qui était trop... qui essayait de faire du rap, qui savait pas rapper ou peu importe, tu vois, quand on disait des trucs mauvais sur toi, c'était ça. Et du jour au lendemain, tu es l'artiste que Booba attège parce que c'est une escorte, qu'elle couche avec des footballeurs. Tu veux que je dise quoi maintenant? Tu veux que je réponde quoi? Donc tu as préféré le silence, c'est ça? Ouais, en vrai, j'allais faire quoi? Non, moi et Booba, ça va. Ou qu'est-ce que j'allais dire en fait, tu vois? Non, je couche pas avec des footballeurs, qu'est-ce que j'allais dire? Donc au final, j'ai juste décidé de couper. J'ai dit, moi je rentre en studio, je fais ce que je sais faire et puis c'est tout. Et quand je me sentirai prête, je reviendrai. Mais il faut être solide, hein. Les réseaux sociaux, en fait, les gens, ils oublient que tu es un être humain, en fait, j'ai l'impression. Ils oublient ça, tu vois. Si on peut te rabaisser, se moquer de toi, te lyncher comme ça, on le fait et on s'en fout de qui t'es derrière, tu vois. Et moi, j'estime... Des fois, il y a des personnes, ils sont méchantes, tu vois, ils font vraiment du mal aux gens et après, ils se font lyncher, ok, tu vois. Et moi, je fais du mal à qui? Je suis juste une petite meuf qui veut faire de la musique et qui espère inspirer des gens, qui veut faire son bif. Enfin, je dérange qui en vrai, tu vois. Mais après, ça m'a appris. Hein. Ça m'a appris sur moi. Ça m'a appris déjà, tu vois, quand il y a un truc, tais-toi en fait. Tais-toi, tu vas pas t'en sortir. Tu vois, laisse passer, tu vas pas t'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, et de l'autre côté, il faut se protéger. Parce que après, moi, j'étais sur les réseaux sociaux, je lisais beaucoup les trucs et tout. Là, je fais attention. Ça, quand tu me dis, ouais, t'es sur Twitter, ouais, je suis sur Twitter, mais cousin, t'inquiète pas. Je suis pas sur Twitter. Parce que je sais que les gens, ils sont cruels. Ils sont cruels. Sur Internet. Dans la vraie vie, fais-moi ça. Moi, j'aimerais bien, tu vois, dans la vraie vie, fais-moi ça. Viens, s'il te plaît. Parce que là, au moins, je peux me défendre, tu vois. Sur Twitter, on va commencer à parler, tout le monde sera là, regardez-la. La campagne Puma, ouais. Récemment dévoilée. La Nova, 90. Tu connais les chiffres. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça s'est fait, cette campagne? Comment est-ce que ça s'est organisé, etc. Non, c'est mon manager qui m'a proposé, parce que lui, il est proche de Puma. Donc du coup, il m'a parlé de cette campagne. J'ai regardé un peu. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un message derrière cette campagne, en fait. La paire, la Nova 90, c'est une paire qui est hyper féminine, qui est destinée aux femmes fortes, qui signifie quelque chose, en fait, tout simplement. Et dans la manière dont ils avaient de décrire la paire, c'est la manière dont moi, j'aime me décrire aussi, tu vois. Donc, j'ai trouvé ça cool. Après, j'avais peur. Parce que quand tu prêtes ton image, tu sais jamais trop qu'est-ce que les gens vont en faire. Mais ils ont été super ouverts. J'ai pu travailler avec mon styliste, avec mon photographe, ma coiffeuse, ma maquilleuse. Bref, on était chez nous, tu vois. Ouais. Et franchement, c'était au top. J'aime trop. Dis-nous tout sur cette image. C'est qui eux? Ah, je crois que c'est toi. Il me semble. Hein. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est toi. Trop chum. Putain. On est en 2011. Ouais. 8 ans en arrière. On dirait des frères et sœurs quand même. Non? C'est moi et Cop.
Tu nous disais d'ailleurs que tu fais plus partie du 9DI. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi est-ce que tu n'es fait plus partie du 9DI, pourquoi tu n'es plus dans cette équipe-là? C'est juste qu'on s'entendait plus sur certains points, mais au niveau, je sais pas si on peut dire business ou artistique, mais bref, dans la manière dont on devait gérer les choses, on s'entendait plus trop. Donc on a décidé de se séparer en vrai. Rien de grave. Tous les jours, il y a un artiste de Sony qui part chez Warner, un artiste de Warner qui va chez Capitol. On n'en parle pas. Mais là, c'est vrai que comme c'est Booba, il y a beaucoup de spéculations, mais il n'y a rien en fait. D'ailleurs, tu en parles dans le titre joli. C'est pour ça que je le dis. Booba mon négociant, même si il se désabonne. Et après, et j'ai reçu d'ailleurs beaucoup de messages à ce propos parce que c'est des fans qui me disent « Ouais, mais franchement, je t'aime trop, mais tu me déçois en fait de encore big up, entre guillemets. Big up Booba, tu vois. » Pourquoi j'ai dit big up? C'est vrai, j'allais dire comment big up, ça date, hein. Ça date, c'est bon là. Ça date. Mais je sais pas. Putain, tu voulais me faire, t'as glissé tout de suite. Ah, c'est ça. Mais c'est quoi que j'ai dédicacé, faire un clin d'œil. Ouais, c'est comme si on m'en veut parce que j'ai fait une dédicace à Booba, mais la vérité, il n'y a rien en fait, tu vois. C'est cette personne, si aujourd'hui je suis là, je peux faire cette interview et tout, c'est parce qu'il y a quelqu'un, un jour, qui est parti me chercher, qui a dit, toi, moi je crois en toi, viens, tu vas faire de la musique, tu vois. Même quand lui, il est venu me chercher, j'étais même pas sur la voie de devenir une artiste, tu vois ce que je veux dire. Il m'a accompagné, il m'a aidé, il m'a permis d'arriver jusqu'à un certain point. Et aujourd'hui, je devrais cracher sur lui parce qu'on ne travaille plus ensemble. Non, tu vois. C'est juste, sur certains points, on ne se comprenait pas. D'ailleurs, il y a des choses que j'ai compris par la suite et je me suis dit, ah, franchement, putain. Mais ça reste quelqu'un que je respecte, que j'admire. Et je le dis pas juste comme ça, je le dis parce que c'est un mec que je connais, en fait. Et je ne veux pas le détester parce que c'est mieux ou parce que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui encore, est-ce que vous communiquez encore avec Booba? Quelles sont tes relations avec lui aujourd'hui? De temps en temps. Après moi, j'ai pas vraiment de vie... Enfin, je sépare pas trop professionnel-personnel, tu vois. Je suis quelqu'un, c'est tout le temps le taf, tout le temps le boulot, tout le temps la musique. C'est même pas un genre que je me donne, c'est que je suis vraiment comme ça. Donc, avant, on parlait beaucoup parce qu'on travaille ensemble. Maintenant, on ne travaille pas ensemble, on n'est pas là... Tu vois, j'ai pas beaucoup d'amis en dehors des gens avec qui je travaille, tu vois. Mais il n'y a rien. Il est là et puis c'est tout, tu vois. S'il a besoin de moi, je serai là. Et le contraire, j'espère aussi. Hein. Non, mais quand j'ai besoin de lui, il est là aussi, tu vois. Donc ça ne change rien. D'accord. Et quelles sont tes relations avec les autres membres du 9DI? Par exemple, Damso, C-Boy, Benach, est-ce que vous échangez encore régulièrement, sachant que Damso, tu la connais un peu avant et que c'est un Belge aussi comme toi, est-ce que vous échangez encore aujourd'hui ou... Non. Après, Benach, C-Boy, il y a une période où j'étais un peu fâchée contre tout le monde, donc j'avais décidé de laisser tout le monde, puisque, bref, je boudais un peu, tu vois. Et après, entre-temps, on a grandi, tout le monde a sa vie, Benach, il a eu un enfant, C-Boy, il a sa famille, donc on n'est juste plus trop en contact, plus du tout en contact. Damso, on était encore en contact. C'est comme ça qu'il a fait le son même pour l'album. Mais dernièrement, on a arrêté de se parler. D'accord. Et tu as un dernier mot à ajouter, Shai, pour conclure cette interview? Ah, dis ce qui te passe par la tête, hein. Là... Non, bon, j'espère que... Ben là, il y a l'album qui arrive, Antidote, le 10 mai. J'espère que les gens prendront le temps de l'écouter, tu vois, et de voir aussi ce qu'il y a derrière le masque, en fait, derrière ce qu'on croit de moi, que les gens pourront prendre le temps d'écouter pour comprendre qui je suis aussi, tu vois. Et que voilà, il faut pas s'arrêter aussi aux apparences et que voilà, bref, ça devient long pour rien. C'est tout. Oui. Non, franchement, c'est juste ça que j'ai envie de dire aux gens.